Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Le George H.W. Bush se dirige vers la région, mais il ne passe pas par la mer Rouge. Ils ont choisi un autre itinéraire pour y aller. Et voici le reportage diffusé sur Fox News. Le groupe aéronaval du porte-avions USS George H.W. Bush, parti de Norfolk en Virginie, le 31 mars, a dû contourner la pointe sud de l'Afrique après les menaces des Houthis de frapper des navires en mer Rouge et de fermer le détroit de Bab el-Mandeb en solidarité avec l'Iran. Rappelez-vous, entre mars et mai de l'an dernier, le Pentagone avait mené l'opération Rough Rider, une mission de 6 semaines visant à réduire la capacité des Houthis à menacer les navires dans la mer Rouge. Cette opération a coûté plus d'1 milliard de dollars et a suscité des inquiétudes sur l'épuisement des stocks de munitions américaines. 200 millions de dollars ont été dépensés en missiles rien que pendant les 3 premières semaines. Les États-Unis ont perdu 7 drones MQ-9 Reaper d'une valeur de 30 millions chacun, ainsi que 2 avions F-18 estimés à 50 millions pièces. Le CENTCOM a frappé plus de 1000 cibles avec ses armes, et pourtant, les Houthis ont survécu. Aujourd'hui, ils menacent à nouveau de perturber le commerce mondial en fermant le détroit de Bab el-Mandeb, un scénario très proche de ce qu'ils font dans le détroit d'Ormuz. Very similar to what they're doing in the Strait of Hormuz. Yeah. Oui. Qu'est-ce qu'il en est, Alex? Parce qu'on a appris qu'il pourrait y avoir 10 000 soldats de plus envoyés dans la région. Et il y a des rumeurs selon lesquelles le NICC envisagerait une invasion terrestre. Du côté iranien, hier encore, ils ont déclaré « Allez-y, si vous voulez lancer une invasion terrestre de l'Iran, personne n'en sortira vivant. Vous ne survivrez pas à ça si vous le faites. » Et en plus, il y a le blocus en cours. Quelle est ta compréhension de la situation actuelle? J'ai du mal à me l'expliquer moi-même, Nima, parce que, franchement, ça n'a presque aucun sens. Je pense qu'à ce stade, tout le monde comprend qu'on parle d'un pays immense, l'Iran. Il y a plus de 92 millions d'habitants, une armée de plus d'1 million d'hommes et une très longue côte, difficile d'accès, avec un relief montagneux. Alors, qu'est-ce qu'on ferait avec un porte-avions de plus qu'on ne peut pas déjà faire avec les 2 premiers? Et l'un d'eux est hors service. Le Gerald Ford est hors service. Une invasion terrestre? Qu'est-ce qu'on ferait avec 50 ou 60 000 soldats? Ce serait comme envoyer 50 ou 60 000 soldats pour occuper l'Europe de l'Ouest. C'est tout simplement absurde. Et j'ai l'impression que la seule raison derrière tous ces gestes, c'est que Donald Trump n'arrive pas à admettre sa défaite. Il ne peut pas tourner la page et dire « on s'est trompé ». Arrêtons de faire ça. Je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, disons avant le 28 février, quand Trump a attaqué l'Iran. En réalité, l'Iran devrait être le partenaire logique de Trump dans cette région, parce que c'est un pays très riche. C'est le 5e pays le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. On estime la valeur de ces ressources entre 30 et 35 000 milliards de dollars. Si on veut vraiment avoir une présence significative dans cette région, il faudrait s'associer avec l'Iran, pas avec Israël, qui n'est rien d'autre qu'un fardeau pour les États-Unis. C'est pour ça que, si on se base uniquement sur une évaluation rationnelle de la situation, je pensais qu'il ne ferait jamais ça. Mais non seulement Trump a déclenché cette attaque, il y reste attaché. Et je ne vois pas d'autre explication que celle-ci. Il ne peut pas lâcher prise, parce qu'il ne peut pas admettre la défaite. Militairement, l'Iran a clairement, sans aucun doute, la supériorité dans l'escalade dans cette région. Tout le monde le savait? Trump en avait été informé. On sait maintenant que Benjamin Netanyahou a supplié toutes les administrations, depuis celle de George W. Bush, peut-être même celle de Clinton, d'attaquer l'Iran à sa place. Personne ne l'a fait.
parce que tout le monde est arrivé à la même conclusion. C'est trop risqué, c'est infaisable, les chances de succès sont bien trop faibles. On ne va pas attaquer l'Iran. C'est Trump qui l'a fait. Et maintenant, il ne peut plus se retirer parce qu'il n'a aucune porte de sortie qui lui permette de sauver la face. Et les Iraniens ne lui en offrent pas. Du coup, il en rajoute. Il fait monter la tension. La rhétorique s'intensifie. Trump, tu vois, maintenant on entend sans arrêt « Ah, on a gagné, on a gagné ». Il répète les mêmes éléments de langage plusieurs fois dans la même conférence de presse, presque mot pour mot, comme s'il les avait appris par cœur. On a coulé leurs navires, on a détruit leur défense antiaérienne, ils n'ont plus d'aviation, on a tué tous leurs dirigeants, comme si c'était acceptable. Et j'ai l'impression qu'on est entré dans une situation complètement délirante, où on entretient le risque de guerre juste parce qu'on ne peut pas admettre la défaite, tu vois? Et vous allez continuer à insister jusqu'à ce que vos adversaires vous donnent quelque chose que vous puissiez présenter comme une victoire. Et là, peut-être que vous allez dire « Ah, regardez, on les a écrasés, on a gagné. Voilà notre symbole de victoire, notre trophée. » Et ensuite, on peut refermer le dossier. Sans ça, on a l'impression qu'ils vont simplement continuer à faire monter la tension. Mais je ne vois pas comment ils pourraient aller plus loin. On ne fait pas grand-chose avec 2 porte-avions. On peut détruire des cibles, oui, mais on ne prend pas le contrôle d'un pays. On ne prend pas le contrôle du détroit d'Ormuz. On ne peut pas l'ouvrir face à l'opposition iranienne. On ne contrôle pas les côtes, les îles, les terminaux pétroliers. Et on ne peut pas empêcher l'Iran de frapper vos positions dans la région. Je ne comprends tout simplement pas. Et je pense que la chose rationnelle à faire serait de dire « D'accord, on a perdu, on se retire, et c'est la fin de l'histoire. » Mais clairement, on n'a pas affaire ici à des acteurs rationnels. Alors, je ne sais pas où tout ça va nous mener, mais pour les États-Unis, ça va rien donner de bon. Pour l'Iran, à court terme, ce sera peut-être douloureux, mais à plus long terme, le pays pourrait atteindre un tout autre niveau de sécurité nationale, en éliminant la présence de son ennemi dans la région. C'est d'ailleurs pour l'Iran que ce slogan, inventé il y a quelques semaines, « Douleur à court terme pour un gain à long terme », pourrait vraiment fonctionner. Mais pas pour les États-Unis. Pour eux, c'est douleur à court terme, pour encore plus de douleur à long terme. Alex, quand on parle du blocus du détroit d'Ormuz, enfin, ce blocus se déroule en mer d'Arabie. Et toi, est-ce que ça te paraît logique, tu sais, de bloquer le blocus? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça n'a absolument aucun sens. Vous savez, le golfe d'Oman est à peu près 2 fois plus large que le détroit d'Ormuz, donc c'est une vaste zone maritime. En temps normal, le détroit d'Ormuz voit passer entre 120 et 150 navires par jour, tous les jours. Surveiller un tel trafic serait extrêmement difficile. Parce que concrètement, que feriez-vous? Il faudrait monter à bord de chaque navire pour inspecter, vérifier les papiers, voir à qui appartient la cargaison, qui l'a payée, qui l'a expédiée. Comment voulez-vous faire ça 100 de fois par jour? Peut-être qu'aujourd'hui c'est moins, mais quand même, peut-être 30, 40, 50 navires, je ne sais pas. Avec le temps, le trafic va sans doute reprendre. C'est impossible. Et puis, en pratique, c'est un travail énorme. Il faudrait intercepter les navires avec d'autres bâtiments ou plus probablement avec des hélicoptères. Mais il faut quand même faire décoller ces hélicoptères, se poser sur le navire, débarquer les troupes, faire les contrôles. C'est un travail de police maritime très lourd, auquel personne ne croit vraiment, non? Donc j'imagine que les troupes américaines ne seraient pas très enthousiastes à l'idée de faire ça. Elles finiraient sans doute par relâcher leurs efforts.
et de façon assez nette. Donc, ce sera forcément un blocus extrêmement poreux. Ça va tout simplement pas marcher. Ça peut fonctionner comme un outil de communication, oui, pour raconter une histoire. Vous rentrez chez vous, vous dites à votre public, eh bien, ils ont bloqué le détroit d'Ormuz, maintenant, regardez, c'est nous qui allons le bloquer, pas eux. C'est nous qui contrôlons la situation. C'est un peu comme quand ta copine te quitte et que tu dis non, c'est moi qui te quitte. Parce que ton orgueil ne supporte pas l'idée qu'elle t'ait largué, alors tu fais semblant que c'est toi qui prends la décision. C'est exactement cette impression que ça me donne. On dirait le collège. Et c'est cohérent avec les publications récentes de Trump sur les réseaux sociaux. De plus en plus, on dirait un ado méchant du lycée qui écrit tous ces messages. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés à décider de bloquer la mer d'Oman. I don't know how they came to the decision to block the Sea of Oman, but Mais eux, bien avant l'attaque contre l'Iran le 28 février, savaient presque à coup sûr que la riposte iranienne serait la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors, comment se fait-il que, pendant 40 jours, cette idée n'ait traversé l'esprit de personne? Ou bien, comment se fait-il que dans leurs études et leurs évaluations d'un possible affrontement avec l'Iran, quand ils ont conclu que l'Iran allait fermer le détroit d'Ormuz, il n'est pas noté quelque part. Ah, la contre-mesure géniale, c'est qu'on va fermer la mer d'Oman. Voilà, c'est comme ça qu'on va gérer la situation. Il me semble que c'est sans doute une décision prise dans une certaine forme de désespoir par un tout petit cercle de responsables politiques. Vous voyez, peut-être Trump, Kushner, Witkoff et Pete Hegseth. Aucun d'eux, apparemment, n'a vraiment la profondeur nécessaire pour évaluer des choix stratégiques et leurs conséquences à long terme, ni même les capacités opérationnelles que cela suppose. Parce que, sur le plan opérationnel, c'est une mission de maintien de l'ordre extrêmement lourde qu'on impose maintenant à des troupes déjà épuisées, fatiguées, lassées. Elles ne savent pas vraiment pourquoi elles sont là, ni quel est le sens de cette guerre. Je pense que la plupart d'entre eux croient qu'ils mènent une guerre pour Israël. Mais Israël, ce n'est pas les États-Unis. Aucun d'entre eux n'a prêté serment d'allégeance à Israël. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit autant d'incidents avec les navires américains. Parce que, au lieu de se mutiner, les soldats américains sabotent simplement leur propre matériel et disent quelque chose comme « Oui, on aimerait bien aller faire cette guerre pour vous, mais on ne peut pas, notre navire est en panne. » Du coup, il faut le remorquer jusqu'à un chantier naval pour réparation. Et où est-ce qu'ils vont le réparer? Je ne sais pas si leur base à Diego Garcia a les installations nécessaires pour remettre leur navire en état. Peut-être qu'ils doivent les renvoyer aux États-Unis. Je ne sais pas exactement, mais tout ça donne une impression de désespoir total. Et la seule raison pour laquelle ils font tout ça, à ce que je vois, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas le courage de dire « On s'est planté, on s'en va, c'était une grosse erreur, et on va limiter les dégâts et partir. » Alex, l'une des figures très importantes à Washington dont on parle pourtant assez peu, c'est Stephen Miller. Il a énormément d'influence à Washington. Et voici ce qu'il a déclaré sur Fox News. L'embargo, comme toutes les autres options, reste sur la table, alors que le président Trump cherche à obtenir ce résultat final, sûr et sécurisé pour les peuples du monde. Très bien, Stephen Miller. Oui, quand on parle de « s'il a gagné, il a gagné », d'une solution finale, sûre et stable, ce qui manque, Alex, à Washington, à mon avis, c'est qu'ils ne savent pas vraiment qui est Téhéran, qui est l'Iran. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te souviens, à chaque fois qu'ils en parlent, et Marco Rubio, à chaque fois qu'il parle de l'Iran, il dit «
ces islamistes radicaux, ces idéologues, tout ce genre de discours. Moi, je pense que l'Iran a montré jusqu'à présent qu'ils sont plus pragmatiques que radicaux et qu'ils savent ce qu'ils font. Même dans les cas où des civils ont été tués, ils n'ont pas réagi de la même manière. Ils savaient quels étaient leurs véritables objectifs et ce qui avait du sens pour eux. Et l'Iran, je pense, Alex, quand on regarde l'histoire, à chaque fois qu'on en parle, on les décrit comme un gouvernement terroriste, tu vois, en Iran. Mais, comme notre ami Larry Johnson l'a répété plusieurs fois dans ce podcast, quand on regarde les chiffres, ça ne tient même pas. La politique en Israël, c'est l'assassinat. À chaque fois qu'ils ont un espion en Iran, ils cherchent à repérer des responsables de haut rang pour les tuer, pour les éliminer. Mais de l'autre côté, on voit que les Iraniens font exactement l'inverse. Eux, ils veulent obtenir des informations venant d'Israël. Je pense que ça montre très clairement ce qui se passe dans l'esprit de la direction iranienne. Et c'est justement ce qui manque dans les calculs de Washington. Pour moi, la première étape, ce serait de comprendre son ennemi. Il faut comprendre son ennemi, savoir qui il est, comment il évalue les choses, ce qu'il ressent, comment il réagit. Et ça, à Washington, ça manque complètement. Personne n'en parle. That's missing in Washington. Nobody's talking about that. Eh bien, Nima, ce que tu dis aurait du sens. Sauf que cette administration, et les Israéliens aussi, semblent guidés par l'arrogance. Ils pensent qu'ils sont tellement supérieurs aux autres qu'ils n'ont rien à apprendre de personne. Ils croient pouvoir avancer uniquement par la force. On le voit bien à la façon dont ils ont réagi face au pape dans cette récente querelle. Leur attitude, c'est « Nous sommes les États-Unis d'Amérique. On fait ce qu'on veut et vous avez intérêt à être de notre côté si vous savez ce qui est bon pour vous. » C'est ça, leur état d'esprit. Nous sommes si grands, si puissants, si invincibles qu'on n'a pas besoin de perdre du temps à comprendre ces Iraniens ou qui que ce soit d'autre. On peut simplement les écraser. On peut simplement les écraser. Et voilà, c'est réglé. Et tu sais, peut-être que même apprendre à connaître les Iraniens, peut-être qu'ils verraient ça comme une forme d'humiliation, tu vois. Pourquoi le ferait-il? Mais je suis content. Nima, je suis content que tu aies parlé de Stephen Miller. Parce que Stephen Miller, c'est un de ces personnages de l'ombre dont on n'entend pas beaucoup parler. Mais je m'attendrais, tu vois, à ce qu'il ait joué un rôle très important dans la façon dont les États-Unis ont été entraînés dans cette guerre. Parce que tu sais, déjà en 2019, quand l'ambassadeur britannique Sir Kim Darroch avait lancé une campagne de pression contre Trump pour essayer de le convaincre d'entrer en guerre contre l'Iran pendant son premier mandat. Trump a refusé. Et ensuite, l'ambassadeur a été très contrarié que Trump n'ait pas lancé une campagne de bombardement contre l'Iran. Mais ensuite, dans la correspondance qui a été révélée, il disait qu'on pouvait encore pousser Trump à attaquer l'Iran, que c'était possible. Et il expliquait que ça pouvait se faire en entourant Trump, en saturant son entourage de ce qu'il appelait des chuchoteurs de Trump. Et on a eu des noms de ces chuchoteurs, censés pousser Trump à déclencher une guerre contre l'Iran. L'un d'eux, c'était Stephen Miller. Et donc, lui, il a probablement encore ce rôle. Il est sans doute toujours lié au réseau qui voulait ce résultat. Et il fait partie du problème pour l'administration américaine comme pour le peuple américain, parce que le peuple américain n'a jamais voulu ça. Les Américains ont voté pour Trump parce qu'il avait clairement promis qu'il n'y aurait plus de guerre, que les États-Unis n'attaqueraient pas l'Iran. Et d'une manière ou d'une autre, tout ça a été jeté par-dessus bord le 28 février de cette année. Je soupçonne que Stephen Miller a joué un rôle vraiment très important là-dedans. Et donc les déclarations qu'il a faites récemment, et il en a dit plus que ce que vous venez de diffuser,
Je les ai entendus. C'est toujours le même ton. On est les gagnants. On fera ce qu'on veut. Je pense qu'il cherche aussi à défendre son propre héritage, à protéger sa position au sein du gouvernement. Parce que c'est une énorme erreur, une faute colossale dont il porte la responsabilité, et il le sait très bien. Et je crois que beaucoup de gens dans l'administration en sont aussi conscients. Oui. Alex, quand on regarde la Russie et la Chine aujourd'hui, tu as entendu par exemple ce que Donald Trump a dit à propos de la Chine. Il a affirmé que ce blocus, en fait, arrangeait bien Pékin, parce que nous aidons la Chine à ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais tu sais, le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé pour la Chine depuis le début de cette guerre. Ils l'ont toujours utilisé sans la moindre difficulté. L'Iran est leur partenaire au Moyen-Orient. Mais concernant la Chine, est-ce que tu penses que... Enfin, j'ai l'impression que la guerre au Moyen-Orient les a placés dans une position très différente aujourd'hui. Ils ne sont même pas là, vous savez. Si on regarde simplement la séquence avant la guerre en Ukraine et après la guerre en Ukraine, avant la guerre au Moyen-Orient et maintenant, qu'est-ce que fait la Chine? On a le chef de l'opposition qui se rend à Pékin, qui rencontre Xi Jinping, le chef de l'opposition à Taïwan. Ce sont des changements majeurs. Je pense que Taïwan tire des leçons du Moyen-Orient, des pays du Golfe, de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Selon vous, de quoi s'agit-il? Eh bien, je pense que Taïwan ne veut surtout pas finir comme l'Ukraine, parce qu'il voit bien que ces soi-disant nations alliées utilisent d'autres pays comme intermédiaires pour mener leur guerre à leur place. Et il semble que ce conflit soit en partie, ou peut-être même principalement, motivé par la volonté d'affaiblir la position de la Chine. Ce qui est à la fois absurde et désespéré, mais c'est pourtant ce qu'ils font. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils bombardent la ligne ferroviaire Chine-Iran, qui fait partie de l'initiative des nouvelles routes de la soie, enfin, du projet Belt and Road. Et tout ça rappelle un peu le scénario de la Première Guerre mondiale, quand les Allemands avaient construit le chemin de fer Berlin-Bagdad et que les Britanniques avaient décidé qu'il fallait tout détruire. Ce qu'ils ont fait. Ils ont même organisé le renversement de l'Empire ottoman, parce que la majeure partie de cette ligne passait par des territoires ottomans au Moyen-Orient. Ils ont aussi orchestré les guerres balkaniques, les soulèvements contre l'Empire ottoman, qui étaient présents dans les Balkans depuis 5 siècles, puis ils ont provoqué la Première Guerre mondiale pour détruire l'Allemagne. Et ils y sont parvenus. Aujourd'hui, la puissance à abattre n'est plus l'Allemagne, c'est la Chine. Et la Chine construit des infrastructures alternatives pour se rendre moins vulnérable au contrôle maritime des points d'étranglement. Vous savez, ces points stratégiques du commerce mondial, comme Gibraltar, le Bosphore, la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit d'Ormuz et surtout le détroit de Malacca. Parce que selon moi, la majorité du commerce chinois avec l'Asie occidentale et l'Europe passe par le détroit de Malacca. Quelque chose comme 80 à 90%, voire plus. Donc les points de passage stratégiques. Ormuz et Bab el-Mandeb en sont 2, mais le plus important, c'est le détroit de Malacca. Et puis on a vu tout récemment, le 16 avril, il y a 3 jours, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, s'est rendu en Indonésie pour signer un accord de coopération militaire avec la Malaisie. Et il semble, ce n'est pas totalement clair d'après les communiqués qu'on a pu lire, mais il semble que l'idée, c'est de permettre aux États-Unis de prendre le contrôle du détroit de Malacca. Comme ça, ils pourront encore dire « Oui, on va garder le détroit ouvert pour vous, mais ce sera à leurs conditions. C'est eux qui contrôleront. Et les autres devront se plier à leurs règles et à leurs exigences. » Et donc, avec les bombardements en Iran,
les tentatives de contrôle du détroit d'Ormuz, puis du détroit de Malacca, on voit bien que, du moins en partie, la grande stratégie vise la Chine. L'autre volet, c'est le soutien à Israël, pour qu'il dispose de cette grande tête de pont en Asie occidentale. Et donc, si on y pense, je crois que l'idée de Trump, à l'époque, c'était d'aller en Chine en position de force, d'avoir vraiment de très bonnes cartes à jouer face à Xi Jinping. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et je pense que l'accord signé il y a 3 jours sur la coopération militaire entre la Chine et la Malaisie visait justement à se donner de nouvelles cartes contre la Chine. Mais aujourd'hui, le monde entier voit bien ce qui arrive aux amis et aux alliés des États-Unis. The whole world sees now what happens to the American friends and allies. They can see that. Vous savez, on peut repenser à cette phrase d'Henry Kissinger, qu'il est dangereux d'être un ennemi des États-Unis, mais mortel d'en être un ami. Eh bien, c'est littéralement vrai. Regardez ce qui est arrivé à l'Ukraine. Le pays est pratiquement détruit. Plus d'1 million d'hommes ont été sacrifiés dans leur guerre par procuration contre la Russie. Regardez ce qui se passe avec les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et peut-être même l'Arabie saoudite. Ils finissent tous sacrifiés comme des pions dans ce jeu. Et qui sait, peut-être que les tentatives de Pete Hegseth pour rallier la Malaisie à leur camp ne vont pas aboutir. Mais les gens à Taïwan voient bien, ils voient ce qui se passe. Et je me dis, est-ce qu'on veut vraiment finir comme Bahreïn, comme l'Ukraine, comme tous ces pays complètement ruinés et brisés, à se battre dans la guerre impériale de quelqu'un d'autre? Et donc, beaucoup de gens se rendent sans doute compte maintenant qu'on ne peut pas faire ça. Alors bien sûr, le chef de l'opposition se rend à Pékin pour dire « Nous voulons une réintégration pacifique avec la Chine ». Et je me souviens de certaines élections locales qui avaient eu lieu à Taïwan. Il s'est avéré qu'une large majorité des électeurs avaient voté pour des partis favorables à des relations amicales avec la Chine. Je pense donc que c'est déjà en train de se produire. C'est probablement la position dominante à Taïwan. Et à mesure que l'administration Trump montre son incompétence, son désarroi et le danger qu'elle représente dans sa panique, je pense que de plus en plus de pays vont comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à être les pions de l'Empire dans ce jeu extrêmement dangereux. To be the pawns of the empire in this very dangerous game.